L'inflation va-t-elle persister au cours des prochaines années? Le débat divise parmi les économistes, mais une chose est sûre, en cas de hausse des prix prolongés, les consommateurs paieront très cher l'addition. Bonjour Arnaud Conatan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et donc auteur de ce livre que je montre, Les Nouveaux Pauvres, et vous avez étudié effectivement les conséquences de ce phénomène de l'inflation durable que vous analysez dans votre essai. Votre théorie, si je puis dire, votre scénario, c'est de dire, finalement, 2022 était une sorte de répétition générale, on va dire, de ce qui nous attend pour les prochaines années. Est-ce que j'ai bien résumé, est-ce que j'ai bien pitché? Ah oui, effectivement, c'est un petit peu la thèse de ce livre. Je ne tiens pas à être alarmiste, ce ne sera peut-être pas dès 2023, dès 2024, mais je pense que les citoyens, et j'invite les lecteurs à se sensibiliser à ce sujet, puisqu'effectivement, l'inflation et la vie chère pourraient revenir et rester avec nous durablement. Le commissaire européen à l'économie, c'est donc Paolo Gentiloni, estimait justement plutôt lui que fin janvier, grosso modo, l'inflation avait nettement baissé en décembre, que le pic était passé. L'INSEE d'ailleurs le dit aussi pour la France. Est-ce que tous les deux, l'INSEE et l'Europe, ont tort de penser ça? Alors l'INSEE et l'Europe ont une analyse conjoncturelle. C'est-à-dire qu'ils vont regarder comment l'inflation et les prix évoluent d'un mois sur l'autre. Moi, ce que je souligne, c'est qu'il y a des tendances structurelles qui pourraient faire en sorte que l'ensemble des biens et des services que nous consommons deviennent plus chers durablement. Et quand on dit inflation, ce n'est pas inflation à 2%, c'est une inflation beaucoup plus importante. Quel est, vous, aujourd'hui, votre scénario, justement? Quand vous dites inflation, inflation durable, c'est quoi et à combien? Alors, il y a des économistes qui se sont livrés à des estimations par rapport on va dire, aux fondamentaux structurels que j'étaye dans l'ouvrage. Et ils estiment que cette hausse durable de l'inflation pourrait être de l'ordre de 1 point, 1,5 point. Donc, ce n'est pas négligeable. Et l'autre point que je souligne dans l'ouvrage, c'est qu'il y a l'inflation qui mesure la dynamique des prix. Et ensuite, il y a votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si demain, le prix du carburant reste à 2 euros, en fait, l'inflation sur le carburant, c'est 0. Parce que l'année dernière, il était déjà autour de 2 euros. Ouais. En revanche, 2 euros, je pense que l'ensemble des téléspectateurs conviendront que ça reste très cher et très certainement que leurs revenus n'ont pas progressé autant pour leur permettre de continuer à consommer autant avec leurs revenus. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est effectivement la thèse centrale du livre, c'est-à-dire si on n'a plus d'inflation, on a au moins, entre guillemets, un reste à charge, si je puis dire, et ce reste à charge, c'est la vie chère, c'est-à-dire inflation à 2%, mais sans hausse de salaire. Absolument, ou pas forcément des hausses qui soient à hauteur des hausses de prix, et c'est véritablement ça le risque que je souligne, et c'est d'ailleurs pour ça que le titre de l'ouvrage, c'est Les Nouveaux Pauvres, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique des prix, et si vos revenus ne suivent pas, c'est là qu'il y a une paupérisation, une perte de pouvoir d'achat et donc potentiellement un risque de déclassement pour certains de nos concitoyens. Donc est-ce que c'est avant tout un sujet de classe moyenne aujourd'hui? Alors, je pense que c'est véritablement un sujet de classe moyenne, parce que c'est un peu triste à dire, mais nos concitoyens qui sont déjà précaires, en fait, ils vont juste être davantage précaires. En revanche, une partie de la société et de nos concitoyens qui étaient relativement protégés jusqu'à présent, ils vont devoir faire des choix de consommation. Ouais. Lorsque l'alimentation, le chauffage, votre logement coûte plus cher, là, on parle de dépenses incompressibles. Donc ça veut dire que de l'autre côté, vous devez renoncer à des choses. Ça peut être du loisir, des vacances. Et ça, je ne dis pas que c'est une mauvaise ou c'est une bonne chose. Parce qu'il y a aussi des problématiques comme l'écologie, etc., sur lesquelles il faudra être attentif. Mais si c'est subi, ça s'appelle de la paupérisation, pas de la sobriété. Et c'est sur ça que je souhaite alerter. Et justement, qui profite aujourd'hui de cette inflation? Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les profits des entreprises au niveau des TPE-PME sont plutôt maintenus. Et au niveau des très grandes entreprises, notamment dans certains secteurs, ont explosé. Donc véritablement, et juste pour mettre ça en perspective, en moyenne, en France, les salaires ont augmenté de 4% en 2022. Donc vous voyez, l'inflation a été en moyenne de 6%, la hausse de salaire en moyenne de 4%, et les profits des entreprises, pour beaucoup d'entreprises, ça a été des croissances à 2 chiffres. Parmi ce que vous dites, parmi les moteurs, entre guillemets, il y a un facteur que vous mettez beaucoup en avant, c'est le réchauffement climatique. Et vous dites effectivement, ça ne va rien arranger, le réchauffement climatique, mais aussi la transition écologique qui va aussi effectivement nous coûter davantage. Alors j'ai envie de vous dire finalement, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le scénario peut-être le moins coûteux effectivement aujourd'hui? Alors, je souligne qu'effectivement, en fait, le climat, on va le payer. Si on n'agit pas, il va y avoir un dérèglement, des catastrophes, des problèmes sur les rendements agricoles, etc., qui font que de toute façon, ça nous sera coûteux. Si on agit,
pas assez vite. C'est un peu le scénario de 2022, avec par exemple les hydrocarbures qui sont très chers. Donc, encore une fois, c'est problématique. Si on agit très vite et très fort, potentiellement, ça veut dire de l'inflation, c'est ce qu'on a appelé greenflation ou l'inflation verte parmi les économistes, c'est-à-dire du fait qu'on va tous très vite, très fort sur la transition, certains métaux, certaines matières premières deviennent beaucoup plus chères, et par voie de conséquence aussi, vu que l'effort de production va être centré sur ces produits-là, d'autres produits vont peut-être être amenés à manquer ou devenir plus chers. Donc c'est l'inflation verte. La problématique maintenant, c'est qui porte le coût de tout ça. Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est les entreprises? C'est une question qui reste à trancher. Et parmi les moteurs également que vous citez beaucoup dans le livre, vous dites la démondialisation. Et la démondialisation, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait entendre finalement dans le discours dominant, la démondialisation, c'est pas bon pour le porte-monnaie, et pour notamment le porte-monnaie de ces classes moyennes. Alors je pense que ces 2 dernières années, on a été beaucoup marqués par le sujet de la désindustrialisation et de la souveraineté, qui sont des problématiques qu'il faut porter dans le débat public à juste titre. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, si on bénéficie de produits et de services à bas prix, c'est parce qu'on bénéficie d'échanges mondiaux relativement libres et que aujourd'hui, quand vous achetez de l'amoxicilline, en fait, elle est produite en Europe de l'Est. Quand vous achetez un véhicule électrique, en fait, il y a très forte chance qu'il soit produit en Chine. Et si demain on veut produire chez nous, très bien, on va créer de l'emploi. En revanche, ce qu'il faut aussi dire à nos concitoyens, c'est que ce sera plus cher. Donc, il faut soit dire qu'est-ce qu'on fait pour protéger le pouvoir d'achat des gens et de faire en sorte qu'on puisse réindustrialiser sans que ce soit trop coûteux, ou alors il faut être complètement transparent et dire voilà, ce sera plus coûteux, mais on préfère avoir des emplois chez nous et être souverain plutôt que d'être dépendant du reste du monde. Bon, est-ce que malgré tout, on balaye, parce que vous l'avez peut-être un petit peu fait quand même, est-ce qu'on balaye les signaux positifs qu'on a? Parce qu'on a quand même un emploi américain notamment qui se porte bien, c'est un indicateur à regarder, des résultats d'entreprise, vous l'avez dit, qui sont extrêmement positifs, une croissance qui est peut-être pas si atone qu'on aurait pu l'imaginer au départ, et alors on va dire des banques centrales globalement, et je mets de très gros guillemets à globalement et à résilientes sur le sujet. Est-ce que tout ça, on l'oublie finalement? Non, absolument pas. Je pense qu'il faut souligner la résistance de l'activité économique. Il faut aussi souligner que probablement la conjoncture, en ce qui concerne l'inflation, la dynamique des prix, va s'améliorer dans les trimestres à venir. En revanche, vous l'aurez noté que partout dans le monde, il y a un climat social qui est relativement tendu, parce que si vous regardez les salaires réels, si vous regardez aujourd'hui le coût de l'endettement, si vous regardez aujourd'hui le coût de l'immobilier, il y a beaucoup de problématiques pour les ménages et les salariés. Oui. Alors je vais quand même essayer de finir sur une note positive, mais on l'a vu avec les autres crises, on s'adapte toujours, l'économie s'adapte, plus de low cost, des nouveaux formats de consommation peut-être qui peuvent émerger, des habitudes qui vont changer. Est-ce que malgré tout finalement, j'allais dire notre capacité de résilience, d'innovation, est-ce qu'elle va finir peut-être par prendre le dessus justement ? Alors, je pense que notre capacité de résilience et d'innovation peut nous aider à sortir par le haut, mais il faudra aussi des choix politiques forts pour garantir en fait que tout ça soit positif pour l'ensemble de la société. Et pour l'instant, les hommes politiques, les gouvernants sont relativement timides sur ce sujet, vous trouvez ? Il me semble qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs, qu'on peut avoir un consensus qu'aujourd'hui en France il n'y a pas de politique industrielle forte, il n'y a pas de vision pour la transition énergétique forte, et on peut en convenir. Il y a des méthodes qui sont différentes, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je pense que chez nos politiques, il y a sans doute peut-être une croyance que c'est une mauvaise passe et on va retourner à la normale. Et ce que je dis, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Bon, si vous voulez savoir plus effectivement sur cette croyance, ça s'appelle donc Les Nouveaux Pauvres, Inflation, vie chère, qui pour payer l'addition, et c'est aux éditions du CERF, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Merci beaucoup Anouk Yonatan d'être venu nous voir aujourd'hui dans Ecorama, sur Boursorama. Merci.